OK. Oui, donc, dernière présentation de la journée. Quand j'ai regardé l'horaire, j'étais à la fin comme ça, je me suis dit, les gens vont être fatigués, là, vous avez toute une journée incroyable. Alors, je me suis dit, il ne faut pas que ça soit trop abstrait et il ne faut pas se lancer dans trop de trucs. Donc, j'ai essayé d'aller vers quelque chose de plus rapide et vous n'aurez pas de résultat puisque dans ce cas-ci, c'est un projet. Donc, on est à l'étape du projet, puis je viens ici pour discuter de cette chose-là et comme la plupart des projets que je fais, j'essaie de pousser les choses. Donc, vous allez voir, je vais reprendre des éléments qui ont été abordés aujourd'hui, puis j'essaie d'aller plus loin dans le projet, d'essayer de faire quelque chose avec, en lien avec mes recherches. Je vous présente cette chose-là et on en discute, on voit est-ce que c'est vraisemblable ou non, et j'ai bien hâte de voir vos réactions. Donc, je mets toujours le résumé ici pour les gens qui vont consulter la présentation ensuite. Là, j'ai fait le plan, je me suis dit, bon, le plan est très standard. Moi, je me pose une question à chaque fois que je vois un plan dans une conférence, je me pose la question, pourquoi on fait ça? Tout le monde a le même plan, alors pourquoi on... C'est quoi le truc? Je me pose la question, là je lui dis, il faut que j'ajoute quelque chose, je vais ajouter les temps, au moins il va avoir une utilité. Alors, je vais essayer de le faire, la problématique en 3 minutes, le cas théorique en 4, la méthodologie en 6, mais je suis un peu généreux, les résultats à peu près en 2. Remarquez que le total devrait faire à peu près 15 minutes, donc ça ne devrait pas être trop long. Donc, on est... Oui, mais je n'ai pas mis le plan, c'est vrai, mais on peut le mettre dans la problématique. Donc, j'ai essayé de donner une utilité au plan. Vous voyez, bon, on continue. Alors, problématique. Alors, je vais vous présenter une problématique. Donc, le problème éducatif auquel je tente de trouver une solution dans ce cas-ci, mais ça correspond à mes intérêts de recherche. Donc, les enseignants estiment en général mal la difficulté des tâches d'évaluation pour leurs élèves. Donc, c'est une étude dans laquelle, par exemple, on demandait à des enseignants, dans un contexte précis, d'évaluer la difficulté de tâche pour leurs élèves dans un contexte. Ensuite, on allait voir ce que ça donnait. Et, en général, les enseignants réussissaient à peu près à 40 %. Donc, c'est vraiment étonnant. C'est des élèves qui connaissent et tout ça. Et ce qui est encore plus angoissant, c'est qu'on pouvait séparer les élèves dans l'étude en question. Je fais très rapidement. Ils ont séparé les élèves plus faibles, ceux qui étaient en difficulté, qui avaient besoin d'un encadrement encore plus précis, si on veut, une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Et on refait le même calcul, voir est-ce qu'ils réussissent mieux ou moins bien, les enseignants. Ça tombe aux alentours de 17 % de réussite. Donc, les enseignants ont beaucoup de difficultés lorsqu'ils donnent des tâches d'évaluation à savoir si elles sont bonnes ou non, en fait, si elles sont appropriées. Elles sont souvent pas appropriées. Moi, j'ai vu ça beaucoup. Et cela peut avoir des conséquences. Donc, on imagine, par exemple, là, je ne voulais pas rentrer dans toutes les études, mais on peut imaginer un enfant qui reçoit des évaluations, qui échoue continuellement. Alors, il se dit, ben moi, j'échoue, c'est mauvais. Et on comprend que, ultimement, ça ne crée pas nécessairement un bon effet. C'est peut-être mieux de lui donner une tâche, l'évaluer avec une tâche qui a plus de chances de réussir, parce que sinon, il se sent marginalisé par rapport aux autres. Même chose pour un étudiant qui réussit toujours. Un étudiant qui réussit toujours facilement les tâches, il finit par se désengager. Il ne donne pas forcément son plein potentiel. Il fait des choses un peu facilement. Il pourrait faire beaucoup plus si on lui donnait à lui une tâche plus intense, plus difficile, plus appropriée à son niveau. Et les enseignants manquent de temps, évidemment, pour faire ça. S'il fallait qu'on produise des évaluations adaptées à chaque personne à chaque fois, on n'a pas le temps de le faire, mais ça ne veut pas dire que ce ne serait pas intéressant d'essayer de le faire. Et cette idée-là, mes idées de recherche vont dans cette direction-là. L'autre problème, les élèves ont des conceptions qui résistent aux apprentissages. Bon, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, donc je n'ai pas besoin de revenir sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui m'intéresse et je vais essayer de faire quelque chose qui répond à ces deux problèmes-là. La solution que je propose est scientifique, par la recherche. Donc, c'est un courant de recherche qui s'appelle la production automatisée de tâches d'évaluation. C'est un courant assez récent qui propose de produire automatiquement les tâches d'évaluation. Donc, d'essayer de faire des modèles qui vont permettre de produire automatiquement les tâches. Et c'est une tâche qui revient aux chercheurs. C'est aux chercheurs de produire des modèles, de les valider, pour qu'ensuite les gens puissent utiliser les modèles. Et par modèle, on entend un modèle qui serait capable de prédire la difficulté des tâches et de les générer au besoin. Donc, de dire, j'ai besoin aujourd'hui de 10 tâches faciles de tel niveau pour mon étudiant, bien, le modèle serait capable de produire ces tâches-là aux besoins. Et donc, ça pourrait répondre aux besoins des enseignants, d'évaluer de façon différenciée. On pourrait imaginer d'informatiser tout ça, évidemment, puis d'aller dans cette direction-là. Donc, c'est une solution possible. Et là, je dis par exemple, c'est ce que je propose, en utilisant les résultats des enquêtes internationales. Pourquoi utiliser ces résultats-là? Bien, parce que le problème en éducation, c'est toujours l'échantillon, il faut prendre des étudiants, essayer de valider ça, c'est long. Dans les enquêtes internationales, on a
des données colossales. On a des centaines de milliers de répondants sur 50 pays qui ont répondu à des tâches en sciences qui ont été faites par des comités d'experts avec des révisions à 2 ou 3 reprises. Donc, ce sont en général des tâches qui sont, ma foi, pas mal bonnes. Ils ont passé pas mal de tests, pas mal plus que les tâches d'évaluation qu'on a en classe. Donc, c'est un bon canevas pour essayer de trouver quelque chose dans cette direction-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Le lien avec la neuroéducation ici, bien, ça va être une occasion, ce que je propose, une occasion d'essayer de valider ces modèles-là plus en profondeur. Donc, les modèles qu'on fait actuellement, on s'intéresse à la difficulté, on essaie de la prédire ici, tout ça. Maintenant, moi, je vais essayer d'aller un peu plus loin, peut-être de valider cette difficulté-là par des hypothèses en lien avec la neuroéducation. Et ça va être l'occasion de peut-être d'essayer de mettre à l'épreuve certaines hypothèses dont on a entendu parler aujourd'hui en tentant de les appliquer dans un véritable contexte. C'est un projet ambitieux, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, cadre théorique, je vais vous présenter comment les idées qui vont permettre de faire la chose un peu plus loin, d'essayer de se lancer dans ce projet-là. Donc, les résistances aux conceptions, je crois que ça ne vaut pas la peine que je m'attarde à ça, on en a beaucoup parlé. Je voulais juste dire quelques mots pour dire qu'en fait, les conceptions résistent, et si elles résistent, elles sont présentes, on peut probablement croire qu'elles sont déterminantes dans la difficulté des tâches. Si on présente des tâches dans lesquelles qui font intervenir des conceptions, elles risquent d'être plus difficiles, des conceptions alternatives, erronées, spontanées, comment vous les appelez, comme vous voulez. Et donc, c'est peut-être une variable déterminante dans la difficulté des tâches qu'on propose aux élèves. Et elles ont l'avantage, ces conceptions-là, de pouvoir être répertoriées. Il y a des gens qui ont fait des recherches, on a des répertoires de ces choses-là, ce qui fait que si on avait un modèle qui fait intervenir les conceptions, on pourrait se servir des listes de conceptions pour produire les tâches. On pourrait, à partir des listes de conceptions, produire des tâches, parce que c'est un peu le but de l'exercice, de faire des grands ensembles de tâches, pas juste 10 tâches, on voudrait avoir 1000 tâches sur un sujet donné. Oui? Je dis ça peut être n'importe quoi. J'ai mis tâche pour ne pas mettre item. OK? Habituellement, le mot technique, c'est item qui dit c'est quelque chose qui nous sert à évaluer, pour lequel on reçoit une réponse, on corrige. Donc, n'importe quoi dans ce truc-là correspond à une tâche pour moi. L'autre variable qui va m'intéresser, on en a parlé aujourd'hui aussi, c'est le doute. Donc, vous allez voir dans les variables que je vais proposer, il y a quelque chose en lien avec le doute. Je faisais quelques références, un article sur la dynamique du doute, par exemple, qu'on a fait, qui est très intéressant et qui montre qu'en fait, c'est pas clair que le doute a toujours le même effet. Lorsque, dans certains cas, le doute peut avoir un effet positif sur l'apprentissage, dans d'autres cas, c'est pas si clair que ça. Ça peut dépendre du contexte. C'est une variable qui peut intervenir, qui peut avoir un effet sur la difficulté. Ça peut avoir un impact sur la performance, qui peut être positif, qui peut être négatif, selon certaines études. Bon, je crois que je suis dans les temps pour l'instant. J'ai respecté mon chronomètre. Donc, exemple rapide. À chaque fois que je parle de ces variables, j'en ai parlé quelques fois, les gens me disent « Oui, mais on veut un exemple parce qu'on ne comprend pas vraiment comment on va appliquer ces trucs-là dans un véritable exemple. » Alors, j'ai préparé des petits exemples. En même temps, ça va être plus, en fin de journée, comme ça, c'est plus intéressant. Donc, c'est plus concret, plus facile à comprendre. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, première variable, ce sont des variables, nous, qu'on a obtenues, qu'on obtient, on est encore en cours de les vérifier en analysant les tâches des enquêtes internationales pour lesquelles on a 800 tâches, par exemple, qui ont été dans plein de pays, et on essaie de voir quelles seraient des variables. On en a essayé plusieurs, et celles-là sont celles qui dominent actuellement, qui donnent le meilleur résultat. Donc, conflit conceptuel, c'est une variable qui s'applique. On imagine un expert qui regarde la question, quelqu'un qui connaît le sujet de l'éducation, de la réaction des élèves, et qui va dire, est-ce que dans cette question, il y a une résistance à la bonne réponse? Et est-ce que dans cette question, il y a la possibilité pour l'étudiant, l'élève, celui qu'on évalue, de répondre dans le sens de sa conception? Parce que dans certaines questions, oui, il y a une conception qui est présente, mais on ne peut pas nécessairement répondre dans le sens de cette conception-là. Et ça ne fait pas la même question, ça ne fait pas la même dynamique. Donc, d'où ces catégories-là. La deuxième, le conflit partiel, c'est exactement cette situation-là où on croit qu'il y a une conception qui est présente, mais l'élève ne peut pas répondre dans le sens de sa conception, il va répondre autre chose. Ça va peut-être finalement être la bonne réponse, parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité de répondre. Conflit absent, absence de résistance à la bonne réponse. Évidemment, on pourrait avoir des échelles beaucoup plus élaborées que ça. Nous, on a travaillé avec l'échelle minimale qui est fonctionnelle. On ne veut pas faire trop de niveaux pour commencer. On a été obligé d'aller jusqu'à 3 niveaux. On s'arrête à 3 niveaux si ça commence à fonctionner. Deuxième variable, qui est en lien avec l'incertitude ou avec le doute. Alors, et ça aussi, c'est venu à force d'analyser. Je vous épargne les détails. On a 4 niveaux. Donc, les 2 premiers niveaux correspondent
à une situation où il y a une certaine certitude dans la réponse. Les deux derniers, plutôt une incertitude dans la réponse. Et ensuite, entre les deux niveaux, il y a la notion de temps qui arrive ici. C'est-à-dire, est-ce que la certitude est instantanée? À la limite, est-ce que l'étudiant est capable de répondre avant même qu'on lui propose les choix de réponse, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui est évident ou il y a quand même une certaine réflexion? Et pour l'incertitude, c'est un peu la même chose, mais pas avec le temps. C'est plutôt une question de est-ce qu'il y a des repères? Est-ce qu'il est complètement perdu ou est-ce qu'il est complètement incertain ou il est juste incertain avec un certain doute? Voilà. Donc, ce sont les variables qu'on tente d'appliquer. Oui? Comment tu vas mesurer ça? C'est une bonne question. C'est la suite. C'est la suite. Tu vas voir. Donc, comment on fait dans une vraie question pour essayer de voir ces choses-là? On imagine, on donne la question à un panel d'experts et on leur demande de classer les questions, d'expliquer pourquoi, et on fait en sorte que le panel d'experts s'entende sur cette question, cette chose-là. Alors, je vous propose une première question pour vous êtes le panel d'experts. C'est une question qui est tirée d'une enquête internationale. Qu'arrivera-t-il au clou lorsque le courant va passer? Premier choix, le clou va fondre. Un courant électrique va passer dans le clou va devenir un aimant. Rien ne va se produire. C'est intéressant. Alors, je vous laisse répondre en privé si vous ne voulez pas que les gens connaissent votre réponse. Vous pouvez vous faire une idée. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Alors, puis l'évaluateur, disons, le panel d'experts qui essaie de... On imagine, on a une clientèle, un groupe d'étudiants, un groupe d'élèves d'un certain âge qui vont répondre à cette question-là. On essaie de voir quelle va être leur réaction par rapport à cette chose-là. La bonne réponse, c'est le clou va devenir un aimant. Je ne sais pas si c'était votre premier choix. Peut-être pas. Si ce n'était pas votre premier choix, vraisemblablement, vous avez répondu B. C'est une conception sur le sujet. Donc, on pourrait s'étendre sur pourquoi c'est la bonne réponse ou pas la bonne réponse. Si vous remarquez sur le dessin, le fil est isolé, entre autres. Alors déjà ça. D'autre part, c'est vraiment la notion du champ magnétique. Bon, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'une conception était présente ici? Oui, vraisemblablement. Est-ce qu'on pouvait répondre dans le sens de cette conception-là? Oui, vraisemblablement. Et est-ce qu'on était certain de sa réponse à la fin? Étiez-vous certain de votre réponse une fois que vous aviez répondu oui? Est-ce que à mon avis, pour la plupart, vous n'étiez pas complètement certain, là, puis ce n'était pas spontané, il y avait un certain doute. Vous n'étiez peut-être pas complètement perdu par ailleurs. Vous n'aviez pas l'impression. Ah, les deux. Oui. C'est ça. Il y en a qui seraient peut-être dans cet état-là. Effectivement. Et là, selon les gens qu'on est en train, les élèves qu'on considère, ça va donner une modélisation qui est statistique, donc qui est en moyenne, on va se dire, en moyenne, c'est ce qui se passe. Donc, un autre, puisqu'on y est, sur le travail. Donc, vous avez différentes situations et on demande dans laquelle la situation, le personnage effectue-t-il un travail. Et on donne la définition du travail. C'est lorsqu'un objet est déplacé dans le sens d'une force appliquée. On essaie de répondre à la question. Je vous regarde rapidement. Est-ce que vous choisissez A, B, C ou D? Est-ce que c'est C la réponse? Est-ce que c'est bien C? En général, les gens répondent C et c'est la bonne réponse. Donc, c'est un cas où il n'y a pas vraiment de conception qui est en conflit. On y va assez bien. Il y a peut-être quand même un minimum de doute. On a quand même la définition. Il faut voir, est-ce que c'est automatique ou non? Là, il faudrait se prononcer. Puis, on voit qu'il y a une incertitude, évidemment, dans la classification. Je leur donne un troisième qui nous amène dans un autre registre. Les trois objets sont de la même taille, de même forme, lequel sera probablement le plus lourd? Cube de bois, cube de métal, cube de styromousse, les trois. Alors, j'espère que vous répondez le cube de métal. Et dans ce cas-ci, c'est un exemple très, très spontané. C'est vraiment dans la catégorie, on répond, on est certain, c'est presque instantané. Il y a presque... Ça se peut pas, oui. Le doute a ce côté vicieux-là que quand on se met à douter, à peu près n'importe quoi finit par nous faire douter, vous voyez? OK. Donc, ça vous permet ces exemples-là avaient pour but de vous faire bien comprendre des variables là, de lesquelles je veux parler. Ensuite, les régions cérébrales impliquées, hypothèse, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai pris un extrait là, des résultats de Steve. Quand on compare les images des novices et des experts, on observe les régions associées à l'inhibition. Donc, l'inhibition est peut-être une variable intéressante pour essayer d'analyser cette situation-là. Si vous remarquez votre réaction aux questions, il y a vraiment une question de... On peut imaginer que c'est un peu la même dynamique que celle qu'on avait avec Steve. On est dans le même registre. Et on n'est pas dans des circuits électriques précisément, mais on est dans cette tendance-là. On arrive à la méthodologie déjà.
les points sont assez standards. Donc, sujet de l'étude, j'ai quand même des questions. Moi, je me pose la question. Donc, combien de sujets? Moi, j'ai mis 48 élèves. Et je reviens avec la citation que Steve avait donnée. Il disait que pour arriver à 80 de significativité, il fallait aller à une vingtaine d'élèves. Sauf que, dans le protocole que je vais proposer, je veux aller un peu plus loin. J'ai l'impression, moi, que j'en aurais pas assez. Donc, combien plus je dois mettre? Je ne veux pas dire que j'ai une idée, ça n'a pas été fait. Donc, j'ai mis 48, j'ai mis un chiffre comme ça, le double, en me disant, à mon avis, il faut que ça soit plus. Ça va être plus difficile, mais à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Bon, les droitiers, peut-être, selon les arguments qui avaient été proposés. Et il faudrait, typiquement, si on veut respecter l'esprit des enquêtes, il faudrait que ça soit le même âge que les enquêtes, donc deuxième année du secondaire. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? J'écoutais les présentations pour voir est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Il va falloir réfléchir si on va jusqu'au bout du projet. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire, mais j'aime pas. Je trouve que c'est plus difficile de travailler avec des gens qui n'ont pas 18 ans au niveau de la recherche. Ça complique beaucoup les choses, alors je vais essayer de trouver. On verra. Type d'imagerie cérébrale, encore une fois, pour la même raison que Steve, on veut aller en profondeur, donc j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment le choix. Il va falloir aller avec l'IRMF. Tâche demandée aux participants, et là, c'est ça la question. On va demander de répondre à des questions. Probablement qu'il va falloir faire un travail, là. Je pense, ce qu'il va falloir faire. C'est le dernier point, beaucoup de travail nécessaire pour adapter les tâches. Il va falloir faire un travail pour simplifier les tâches du team. J'ai l'impression que comme elles sont là, on ne peut pas le faire, c'est trop long. Il va falloir faire en sorte de faire intervenir les mêmes variables dans une situation qui permettrait de réagir, mais cette fois-là, ce n'est pas deux états. Et c'est là qu'est la différence. C'est ça que j'essaie de faire. J'essaie d'aller plus loin, d'aller chercher un éventail d'états, un registre, une progression des états, plutôt que juste oui ou non. D'essayer d'aller voir plusieurs états en fonction des deux variables qui sont considérées. Est-ce qu'il va y avoir 3-4 niveaux à la fin? Ça va dépendre de ce qu'on réussit à faire. Mais je voudrais que dans certains cas, oui, il y a une conception, mais qu'on ne puisse pas répondre dans le sens de la conception. Que dans certains cas, on puisse répondre dans le sens de la conception. Que dans certains cas, ça soit spontané. Que dans certains cas, et qu'on puisse explorer un peu tous ces états-là dans les différentes situations qui sont présentées et d'essayer de voir si, maintenant, il y a un lien entre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une progression? L'analyse, ça ne sera plus seulement de comparer est-ce que c'est activé, est-ce que ce n'est pas activé. On commence à se demander est-ce que c'est plus activé, est-ce que c'est moins activé. C'est d'essayer d'aller chercher un peu plus loin, de pousser un peu plus loin les choses. Et je voyais plein de questions, on s'est demandé des questions par rapport à la dimension temporelle. On ne peut pas, avec l'imagerie l'IRMF, aller très, très loin dans la dimension temporelle, mais ce que je me disais en écoutant les présentations, c'est que si on va chercher différents états, ces différents états-là ne sont pas nécessairement temporels, mais comme ils correspondent à une progression, peut-être qu'entre l'état 1 et l'état 2, ça ne sera pas les mêmes régions. Et que ça va nous donner ça va peut-être nous donner des indications sur la dynamique de ce qui est en train de se passer. Sans que ça soit une dynamique temporelle, ça pourrait nous dire, ah oui, mais là, donc quand ils ont la possibilité de répondre dans le sens de leur conception, il se passe quelque chose, mais quand ils n'ont pas ça, là, il y a peut-être la détection d'erreur ou l'angoisse qui apparaît, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va voir dans le cerveau, et qui fait qu'ils tombent sur un autre truc. Et comme ce sont des situations comparables, on va pouvoir conclure peut-être des trucs intéressants en lien avec cette chose-là. Donc, est-ce que j'ai besoin d'ajouter? Évidemment. Donc, ça va. L'analyse des données, Steve en a très bien parlé, alors je n'ai pas besoin d'aller très, très rapidement. Peut-être les premières étapes sont standards. Comparaison entre les activations, les différents états. Mais ce que je voudrais ajouter, moi, c'est l'étape suivante. Donc, puisqu'on va avoir plusieurs états, plusieurs trucs, essayer d'aller chercher maintenant les corrélations entre les activations et les variables prédictives qui ont leurs états. Donc, est-ce qu'on pourrait aller dans cette direction-là? Est-ce que ça serait possible? Il y a des auteurs qui font ça dans certains cas, qui vont chercher une progression de quelque chose, et c'est ce que je voudrais essayer de faire en lien avec l'hypothèse de l'inhibition. Résultat anticipé. Bien, j'imagine, c'est un peu les mêmes régions, c'est le cortex cingulaire antérieur, le cortex préfrontal, qui sont associés à l'inhibition, donc ce serait mon hypothèse. Dans quelle mesure, dans quel ordre, est-ce qu'il va y avoir autre chose? On va le voir en analysant les choses. Et hypothèse peut-être pédagogique, pour qu'un élève réussisse, il devra inhiber à différents degrés ses réponses, en mettant plus ou moins en contribution ces différentes régions. Donc, ça serait la logique de la chose. Et voilà. Donc, c'est rapide. Et on peut se lancer dans les questions.